Pour terminer le cours sur la cellule, nous allons passer quelque temps à décrire le cycle cellulaire et la division cellulaire. En ce qui concerne le cycle, ce sera quelques notions générales et la régulation du cycle sera abordée dans un autre cours. En ce qui concerne la division cellulaire, nous ne parlerons que de la mitose. Vous savez qu'il existe un autre type de division cellulaire, la méiose, mais cela sera vu dans le cours d'embryologie. Les cellules de l'organisme meurent. Pour que l'organisme perpétue ses fonctions, il lui faut évidemment de nouvelles cellules au rythme où les autres disparaissent. Et cela se fait par division cellulaire. Cette division se produit à un moment donné de la vie d'une cellule. Celle-ci donc passe par deux étapes, une étape de division, qu'on appelle en général la mitose, et une étape dite interphase. Et cela se fait de façon répétée. La répétition d'une séquence d'événements dans une période de temps constitue un cycle. On parle donc de cycle cellulaire, alternance de mitose, division et d'interphase. Ici, la cellule qui démarre un cycle n'est pas la même que celle qui vient de finir d'accomplir le sien, c'est la cellule fille et la cellule mère. Mais avant de se diviser, et pour conserver l'intégrité de l'information génétique qui est contenue dans le noyau, la cellule doit doubler sa masse d'ADN. Cela se passe pendant l'interphase à un moment privilégié qu'on appelle la phase S ou phase de synthèse de l'ADN. Donc, le cycle cellulaire peut être découpé en différentes étapes, en 4 étapes. L'étape G1, GAP 1, étape de présynthèse d'ADN, étape S ou synthèse d'ADN, étape G2, GAP 2, post-synthèse d'ADN, et bien sûr mitose. Cela est visualisé sur la figure de droite, où vous avez représenté un cycle cellulaire qui dure 24 heures, avec donc la phase G1, la phase S, la phase G2 et la phase M. Et vous voyez que les durées de ces phases sont différentes. On en reparlera dans un instant. Il y a donc deux étapes particulières dans le cycle cellulaire. La phase de division, de mitose, qui elle est reconnaissable morphologiquement parce que les chromosomes sont individualisés, une séparation des chromosomes, donc cela est bien reconnaissable. Et puis une phase S qui est non reconnaissable morphologiquement, mais que l'on sait repérer parce que ce n'est qu'à ce moment-là que l'ADN est synthétisé. Le temps de cycle ou temps de génération, c'est le temps écoulé entre la naissance d'une cellule par mitose et sa disparition par une nouvelle mitose qui donne deux cellules filles. Ce temps de cycle, temps de génération, est extrêmement variable. Dans certaines cellules, il est très court, les cellules embryonnaires en particulier, il est de l'ordre de 8 heures, mais dans d'autres cellules, il est extrêmement long, de l'ordre de 100 jours ou davantage. Ce qu'il faut voir, c'est que l'interphase occupe l'immense majorité du temps de cycle. Si on prend l'exemple qui est mentionné sur le dessin de droite, avec un temps de cycle de 24 heures, les durées des différentes phases seraient les suivantes: G1 10 heures, S 8 heures, G2 4 heures et M 2 heures. En fait, les durées des phases S, G2 et M sont relativement proches d'une cellule à l'autre. Ce qui explique les différences dans le temps de cycle, c'est en fait des différences de durée de G1. Dans les cellules de tissu adultes, les durées de G1 sont largement supérieures à celles des tissus immatures. Tout à l'heure, je disais qu'un temps de cycle de 8 heures pouvait se voir dans les cellules embryonnaires. Effectivement, dans ces cellules, il n'y a pratiquement pas de G1, et les cellules passent directement de la mitose à la phase de synthèse de l'ADN, à la phase S. Dans d'autres types de cellules, il y a une certaine hétérogénéité. Si on prend le tube digestif,
eh bien, certaines cellules de l'intestin ont une durée de G1 de l'ordre de 5 heures, alors que certaines cellules de l'ésophage ont une durée de G1 de l'ordre de 100 heures. Donc une très grande hétérogénéité. En fait, c'est la durée de la phase G1 qui est responsable de la vitesse de renouvellement d'une cellule. Et donc, la principale différence entre une cellule qui se divise rapidement et une cellule qui se divise lentement, c'est en fait le temps passé en G1. On parle parfois de cellules quiescentes. Ce sont en fait des cellules qui ne s'engagent pas dans le processus du cycle cellulaire, donc des cellules qui sont au repos cinétique. Elles fonctionnent toujours, ces cellules, elles ont un métabolisme, elles peuvent produire, fabriquer différentes protéines, mais elles sont arrêtées dans le cycle cellulaire, elles ne se divisent pas. Alors il y a deux grandes catégories de cellules quiescentes. Il y a les cellules qui sont au repos, qui sont capables malgré tout de se diviser si elles en reçoivent l'ordre. On les appelle les cellules en G0 ou les cellules en vrai G0. Elles sont donc arrêtées momentanément dans leur cinétique, mais elles gardent leur potentiel de division. C'est un état réversible. Alors ce sont essentiellement les cellules souches, les cellules de réserve, qui donc sont au repos cinétique et puis qui, de temps en temps, sous telles influences hormonales ou de différentes substances, vont rentrer dans le cycle cellulaire et se diviser. Et puis, il y a une autre catégorie de cellules qui sont quiescentes, ce sont des cellules différenciées. Mais celles-ci, elles ont quitté définitivement le cycle cellulaire, c'est un état irréversible, la cellule va vivre encore quelque temps et ensuite mourir. Les différentes étapes du cycle cellulaire, que je vais décrire très rapidement, la phase G1, c'est donc une période fonctionnelle pendant laquelle la cellule se prépare à la phase S. C'est le siège d'une activité transcriptionnelle et bien sûr d'une activité de synthèse protéique. On distingue souvent plusieurs étapes dans cette phase G1. Une phase précoce où en fait la suppression de sérum, l'inhibition de la synthèse protéique va arrêter le cycle cellulaire. Donc il y a à ce moment-là des modifications de la structure de la chromatine, une augmentation des transports à travers la membrane, la synthèse de nouveaux ARN messagers, synthèse de nouvelles macromolécules. Mais dans cette étape, dans cette phase, si l'on modifie le milieu environnemental, on peut arrêter la progression dans le cycle. Et puis il y a un point qu'on appelle le point R, ou point start, ou point critique de Pardy, qui est caractéristique de chaque type de cellule, et qui est une sorte de frontière au-delà de laquelle la cellule va effectuer le reste du cycle, quelles que soient les circonstances. Donc après le point R de Pardy, quel que soit l'environnement de la cellule, même si on prive la cellule de protéines, si on l'empêche de se nourrir correctement, malgré tout cela, la cellule va continuer à passer les différentes étapes, la synthèse de l'ADN, le G2 et la mitose. La phase tardive, c'est la phase donc qui précède l'entrée en S, qui est indépendante du sérum et au cours de laquelle il y a une synthèse protéique importante. Durant cette phase G1, l'augmentation de la taille de la cellule est régulière et en fait, la réplication de l'ADN va se déclencher quand la cellule atteint une taille critique. Donc on rentre en phase S. La phase S, on le sait, c'est la duplication de l'ADN, passage d'une quantité de N à une quantité 4N, avec au début de S l'activation des gènes qui codent pour des enzymes impliquées dans la réplication de l'ADN, avec donc la duplication des zones 2 chromatine, et puis donc une réplication continue pendant toute la durée de la phase S, qui se fait selon un ordre chronologique, donc début plutôt au milieu du noyau, fin plutôt la chromatine qui est située aux extrémités, au bord du noyau. Les gènes de maintenance se répliquent tôt, et il faut remarquer que le contrôle de cette duplication est efficace puisque chaque unité est répliquée une fois et une seule,
il y a en permanence une recherche d'erreurs et des réparations éventuelles si des erreurs ont été détectées. Alors bien sûr, pendant cette phase S, il n'y a pas que l'ADN qui est répliqué, mais il y a également les protéines histoniques en particulier, et l'assemblage de l'ADN nouvellement formé s'organise autour des nucléosomes. La phase G2 est une phase qui est mal définie pour sa fin. Il y a un continuum entre G2 et le début de la mitose. Donc des protéines nouvelles apparaissent et donc à la fin de cette phase G2, il y aura une phosphorylation ou une hyperphosphorylation d'un certain nombre de protéines, les histones et les lamines, et cela va entraîner les modifications de la chromatine et de l'enveloppe nucléaire. Sur ces 3 microphotos, vous voyez des cellules en mitose, où on voit apparaître assez nettement les chromosomes. Ce sont des cellules hématopoïétiques pour les 2 photos de gauche et des cellules tumorales de vessie pour la photo de droite. La mitose. La mitose est subdivisée en un certain nombre de phases, 4 ou 5 selon les auteurs, qui ont des noms bien spécifiques. La première phase, appelée prophase donc, c'est la phase la plus longue. Le début n'est pas très bien défini, il y a une transition qui est un petit peu floue entre l'interphase, la fin de G2, et le début de la mitose. Mais on sait que c'est la phase la plus longue, elle dure entre 15 et 60 minutes, et ça représente environ la moitié du temps nécessaire pour passer la totalité des étapes de la mitose. Alors il y a un certain nombre d'événements qui surviennent tant au niveau du noyau qu'au niveau du cytoplasme. Au niveau du noyau, l'élément principal qui va démarrer la prophase, c'est la phosphorylation des lamines et des histones par un facteur qu'on appelle le MPF, facteur d'amorçage de la mitose. Donc il va y avoir hyperphosphorylation des résidus sérines, des 3 lamines, et cela va entraîner la dépolymérisation des filaments intermédiaires de lamines. Donc les lamines A et C vont devenir solubles, les lamines B, elles, restent ancrées à la membrane, mais bien évidemment, la dépolymérisation des lamines entraîne la disparition de la lamine densa et le démembrement de l'enveloppe nucléaire, la dégradation de l'enveloppe nucléaire en petites vésicules. À côté de ces procédés de phosphorylation sur les lamines, il existe de la même façon une phosphorylation de l'histone, surtout l'histone H1, qui aboutit donc à des modifications chromosomiques. Et puis, il y a également des phosphorylations de protéines associées aux microtubules qui vont entraîner des altérations du cytosquelette dans le cytoplasme. Au niveau du noyau, s'individualisent peu à peu les chromosomes. Alors, avant la prophase, les chromosomes ne sont pas visualisables, ils sont sous forme de filaments totalement enchevêtrés, mais au début de la prophase et au cours de la prophase, ces chromosomes vont s'individualiser, au début par l'apparition de très longs filaments grêles qui sont doubles, puisque le chromosome possède 2 chromatides sœurs qui sont reliées par un centromère. Et cela depuis la phase S, mais on ne le voyait pas puisque la chromatine ne permettait pas de visualiser ce qu'elle contenait. Donc ces filaments sont disposés sur toute la surface nucléaire, qui au début de la prophase est encore limitée par l'enveloppe. Ils sont enchevêtrés, il y a encore 1 ou 2 nucléoles, mais peu à peu, les filaments vont s'individualiser, les chromosomes vont tendre à se rapprocher de la membrane nucléaire, leur longueur va diminuer, leur épaisseur augmente parce qu'il y aura une spiralisation nouvelle qui va se former, et donc on verra apparaître ces chromosomes reliés par un centromère. Au niveau du cytoplasme, les procédés de phosphorylation vont atteindre la tubuline, les microtubules,
et donc il va y avoir dépolymérisation des microtubules. Et en fait, tout le trafic des vésicules qui existait dans une cellule en interphase va cesser, justement parce que ce cytosquelette se désagrège. D'autre part, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, vont aussi se dégrader en petites vésicules qui vont se mêler aux vésicules provenant de l'enveloppe nucléaire et qui vont donc faire un espèce d'ensemble de vésicules qui vont flotter dans le hyaloplasme de la cellule. Dernier élément au niveau du cytoplasme, c'est la migration des deux couples de centrioles et le début de constitution du fuseau mitotique. On a vu que les centrioles se dupliquaient au cours de la phase S et qu'en phase G2, il y avait dans la cellule deux couples de centrioles. Ils sont proches l'un de l'autre et pendant cette prophase, ils vont migrer, s'éloigner l'un de l'autre pour aller progressivement vers les deux pôles de la cellule. Donc cela est représenté sur les dessins de droite, où on voit les deux couples de centrioles qui s'écartent progressivement l'un de l'autre. On voit également la membrane nucléaire se dégrader et apparaître les chromatides sœurs reliées par le centromère, qui sont la figuration des chromosomes. Dans le cytoplasme apparaît également une structure tout à fait particulière qui est le fuseau mitotique. Au début de cette phase de prométaphase, l'enveloppe nucléaire a complètement disparu et elle est en fait décomposée en fragments qu'on ne peut pas distinguer du réticulum endoplasmique. Les chromosomes sont bien individualisés et au niveau des centromères, les kinétochores se sont formés. En ce qui concerne le cytoplasme, le fuseau mitotique est constitué avec les fibres polaires, les fibres des kinétochores, qui forment un réseau ovalaire qu'on appelle donc fuseau de division. Les deux couples de centrioles sont en position diamétralement opposée et les microtubules, en particulier les microtubules des kinétochores, vont capter les chromosomes en se fixant sur les kinétochores. Ce petit dessin pour vous rappeler la structure grossière d'un chromosome, où on voit en bleu les deux chromatides sœurs et en rouge le centromère qui relie ces deux chromatides sœurs, donc deux types de chromosomes selon le positionnement du centromère, un positionnement central à gauche, un positionnement périphérique à droite, donc signant l'existence d'un chromosome dit acrocentrique. Le fuseau de division mitotique, donc, est une structure constituée à partir de tubulines, à partir des microtubules. Les microtubules du cytosquelette disparaissent, mais en fait, toute cette tubuline va se réutiliser pour former une structure particulière qui a une fonction très spécifique au niveau de la mitose. Vous voyez ici sur le dessin que les deux couples de centrioles se sont écartés complètement, qu'ils sont positionnés d'un côté et de l'autre de la cellule, et que entre ces deux centrioles, ces deux couples de centrioles, existe une structure qui est le fuseau de division mitotique, donc structure microtubulaire, qui va se former rapidement et qui va donc être constituée de trois types de fibres en réalité. D'une part, des fibres astrales qui sont situées autour du centrosome, qu'on appelle les astères, donc tournées vers l'extérieur. Ensuite, des fibres qui sont dites polaires, ou des microtubules qui sont dits polaires, qui s'étendent d'un pôle, d'un centrosome à l'autre, ou en direction de l'autre. Et puis, des fibres qui sont dites fibres des kinétochores, qui sont attachées d'un côté au centromère d'un chromosome et de l'autre côté à un pôle du fuseau, du moins qui seront attachés ultérieurement
au kinétochore. Alors effectivement, il faut imaginer qu'apparaissent des structures spécifiques au niveau des centromères, des chromosomes. Cela apparaît en fin de prophase, c'est ce qu'on appelle les kinétochores, et ce sont en fait des structures planes qui sont faites de disques superposés. Donc le disque interne est constitué de chromatine condensée et accolée au centromère. Il y a un disque intermédiaire fait de filaments et puis un disque externe qui est fibreux sur lesquels vont se fixer l'extrémité plus des microtubules kinétochoriens. Cela est montré sur ce dessin. On est déjà un petit peu plus loin dans la séquence des étapes de la mitose, puisqu'on est en métaphase, mais je vous le montre maintenant pour que vous voyez la fixation de l'extrémité plus d'un microtubule kinétochorien, fixation sur le kinétochore du chromosome. Schéma qui montre les différentes structures dont je viens de parler, le chromosome avec ses deux chromatides sœurs, le centromère ici est montré simplement par la juxtaposition des deux chromatides, et de part et d'autre du centromère, dans sa position centrale, se trouvent les kinétochores sur lesquels donc vont se fixer les extrémités positives des microtubules. Cette plaque schématise les deux premières étapes, ou du moins la prophase et la prométaphase. Cette étape de prométaphase, elle n'est pas souvent isolée par les différents auteurs, elle est la plupart du temps fusionnée avec la description de la métaphase. Mais c'est au niveau donc de cette prométaphase que le fuseau de division mitotique est complètement constitué, et c'est à ce moment-là que les microtubules vont capturer les chromosomes. Donc les chromosomes se sont complètement condensés, ils apparaissent, ils sont bien individualisés, et il faut imaginer que les microtubules dits kinétochoriens se raccourcissent, s'allongent rapidement, donc vont en quelque sorte explorer le milieu dans lequel ils se trouvent en donc, se modifiant dans leur forme et un petit peu aussi dans leur direction. Et s'ils rencontrent un kinétochore, eh bien, ils vont fixer ce kinétochore et se figer. Si par contre ils n'en rencontrent pas, ils vont se raccourcir, se remettre à croître dans une autre direction, jusqu'au moment donc, où ils rencontrent des kinétochores. C'est une façon de sonder un grand volume à la recherche donc des chromosomes. Étape de métaphase. Cette étape est très courte, de l'ordre de 2 à 10 minutes. Les chromosomes à ce moment-là sont plus courts, car la spiralisation a encore augmenté. Juste avant, ils montraient une agitation désordonnée, et puis ils ont été immobilisés lorsque se sont fixés sur eux les microtubules kinétochoriens. Et donc ils vont s'immobiliser en prenant place au niveau de la partie moyenne dilatée du fuseau, partie moyenne qu'on appelle la plaque équatoriale. En fait, cette immobilisation s'explique par des tensions contraires et égales en force qui s'exercent au niveau des chromosomes. Vous le voyez sur le dessin, pour un chromosome donné, il y a, mettons, 2 microtubules kinétochoriens, l'un attaché sur un kinétochore qui est en haut du chromosome, sur le dessin, l'autre attaché au kinétochore qui est en bas, et chacun de ces 2 microtubules va exercer une pression, une tension, pour tenter d'attirer
le chromosome vers le centrosome particulier. Mais comme les tensions sont d'égale force, eh bien, le chromosome va rester immobilisé dans la partie centrale. Donc, ces chromosomes sont tous alignés sur un même plan et l'orientation de l'axe des chromosomes se fait, comme c'est indiqué sur le dessin, perpendiculairement à l'axe du fuseau. C'est au niveau de cette phase, la métaphase, que l'on peut très facilement observer les chromosomes. Donc les chromatides sont très distinctes, mais encore unies par le centromère. Donc on a des chromosomes qui sont constitués de 2 chromatides. Après la métaphase survient une phase très courte qui est l'anaphase. Et à partir de cette phase, le chromosome ne sera plus formé que d'une seule chromatide. Donc cette phase, c'est en fait la dissociation du centromère. Donc il y a rupture du centromère, et donc il n'y a plus de force qui attache les 2 chromatides l'une à l'autre. Donc les chromatides vont s'individualiser, vont se séparer, et chaque chromatide, ou chaque chromosome constitué maintenant d'une chromatide, va migrer, puisque le microtubule kinétochorien se raccourcit progressivement, donc chaque chromatide va migrer à un pôle ou à l'autre de la cellule. L'anaphase commence brusquement au moment où les kinétochores se séparent, donc permettant à chaque chromatide d'être lentement tirée vers un pôle du fuseau. Toutes les chromatides se déplacent à la même vitesse, qui est de l'ordre de 1 micron par minute. Et donc, ce qui se passe, c'est que les microtubules kinétochoriens raccourcissent, et en parallèle, les fibres du fuseau s'allongent, les 2 pôles vont s'éloigner encore un petit peu. Dans le même temps, le chromosome qui est réduit à une seule chromatide va augmenter de longueur, va s'amincir, la spiralisation majeure se relâche, et donc on va progressivement voir un chromosome plus long, plus mince apparaître. Cette diapositive vous résume les 2 phases dont on vient de parler, la métaphase et l'anaphase. La phase suivante est la télophase. C'est de nouveau une phase longue, dont la durée varie de 30 à 60 minutes. Au cours de cette phase, les chromosomes se réunissent à chaque pôle de la cellule, et en fait, c'est la période de début de construction des 2 cellules filles. Les chromosomes forment un écheveau du fait de la déspiralisation des chromatides et de l'hydratation de ces chromatides, et donc ils vont perdre peu à peu leur individualité morphologique et la masse chromatinienne va se reconstituer. Les nucléoles réapparaissent, on en a parlé à propos de cet organite, ils réapparaissent au niveau des constrictions secondaires que sont les organisateurs nucléolaires des chromosomes acrocentriques que l'on avait signalés précédemment. L'enveloppe nucléaire se reforme à partir du réticulum endoplasmique autour de chaque groupement de chromosomes. Les microtubules kinétochoriens disparaissent, les microtubules polaires s'allongent encore. Et ce phénomène est lié à la déphosphorylation des lamines qui permet de stabiliser la nouvelle enveloppe nucléaire. On peut imaginer que les vésicules issues du démembrement de l'enveloppe nucléaire s'attachent lors de la télophase à la surface des chromosomes en train de se décondenser, puis ces vésicules vont fusionner entre elles pour former des membranes continues autour de chaque chromosome. À ce moment-là, les complexes des pores nucléaires se réinsèrent dans la membrane et on aboutit à la formation de noyaux nains. Ces noyaux vont fusionner pour donner le noyau définitif. Les lamines A et B sont importées à travers les pores qui se sont reconstitués et cela va permettre de constituer la nouvelle lamina densa
qui fait partie du nucléosquelette. La cytodiérèse, c'est la division du cytoplasme. Alors, on décrit traditionnellement à la fin des différentes étapes de la mitose cette cytodiérèse, mais il faut savoir qu'elle va commencer en cours de télophase. Et ici, le cytoplasme va se diviser par un phénomène de clivage ou de segmentation qui commence donc au début de la télophase. La membrane va s'invaginer au niveau du centre de la cellule, perpendiculairement à l'axe du fuseau, donc entre les deux noyaux, qui sont en train de se reformer. Et il se forme à ce moment-là un sillon de division qui se creuse progressivement jusqu'à ce qu'il rencontre les restes du fuseau mitotique. Et à ce moment se constitue un pont étroit, qu'on appelle aussi le corps intermédiaire, qui va persister quelque temps avant de se rompre. Ce sillon est lié à la présence d'un anneau contractile formé de protéines de type myosine 2 et d'actine. Alors au début de la mitose, on s'en souvient, le MPF est de plus en plus active et cette molécule va phosphoryler les chaînes de la myosine et inhiber l'activité ATPasique de la myosine. Et puis, progressivement, en fin d'anaphase, cette molécule, cette protéine MPF, va devenir inactive, passive. À ce moment-là, donc, la chaîne légère de la myosine va se déphosphoryler et la machinerie contractile va être activée, donc le sillon de clivage va pouvoir se former. Cela indique précisément que la cytodiérèse ne peut pas commencer avant que l'anaphase soit achevée, donc commence au début de la télophase. Voici quelques images qui vont permettre de compléter la description de ces différentes étapes de la mitose. Ici, vous avez un dessin qui veut représenter les modifications de l'enveloppe nucléaire au cours de la mitose. Et vous voyez en haut à gauche une enveloppe nucléaire bien constituée. Cette enveloppe va se dégrader, on est donc en métaphase ou prémétaphase, et elle va se reconstituer au cours de la télophase à partir donc des éléments qui sont avec le réticulum endoplasmique. Cette plaque, comme d'habitude, résume les événements qui se passent donc en télophase et qui se passent durant la phase de cytodiérèse. Vous avez à droite une microphoto et à gauche le schéma correspondant. Quelques images en microscopie électronique à transmission, deux cellules, une cellule en mitose à gauche, où vous voyez les deux noyaux qui sont en train de se former et le sillon de division qui est apparu et qui amenuise la partie médiane de la cellule. Ici, un rappel de la morphologie des différentes phases, avec en haut à gauche et au milieu des cellules qui sont en interphase et ensuite les cellules qui sont dans les différentes étapes du cycle cellulaire jusqu'à la fin, en bas à droite, où on a deux cellules filles qui se sont constituées. Même chose, même description, mais sous une forme un petit peu différente sur ce schéma, en petit a, cellules en interphase, puis les différentes phases de la mitose, pour terminer avec les cellules filles interphasiques en bas au milieu de la figure. Des images réelles, cette fois-ci, et plus des dessins, ce sont des cellules hématopoïétiques que l'on voit se diviser progressivement. En haut à gauche, la cellule en interphase, puis les différentes phases de la mitose, jusque l'image en bas à droite. Toujours une autre illustration, cette fois-ci deux cellules qui sont encore dans les différentes phases, petit a interphase et petit h également, donc la cellule mère et les deux cellules filles, et entre-temps les étapes ultérieures avec ici une visualisation très précise des chromosomes.
Ici, il s'agit de cellules végétales, ce qui explique le nombre de chromosomes ici relativement restreint. Et pour terminer, deux cellules juste après la mitose, donc la cytodiérèse s'est réalisée, la séparation des cellules s'est faite et on a les deux cellules filles qui apparaissent. Ici, bien sûr, microscopie électronique à balayage.